Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Chieb Nasser, qui est directeur général de l'Institut de l'Islam de France. La question de l'islam, comme vous le savez, est traitée en ce moment de façon exclusivement polémique et même bassement polémique. Il est important d'élever le débat. C'est pour ça que j'ai demandé à Chieb de venir parmi nous pour nous expliquer en quoi la question de l'islam se pose dans notre pays. Chieb, tu as la parole. Mon cher Bertrand, merci. Déjà d'une part, je voulais vous saluer, bonsoir. Merci de me recevoir à la nouvelle Action royaliste. Je suis très attaché à cette maison, même si ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Quand j'étais jeune étudiant en sciences politiques, je lisais le feuillet royaliste. Et j'ai encore souvenir que Régis Debray, je crois, dans un de ses essais Dégagement, avait dit que le feuillet royaliste était le dernier rempart de la République. Et j'avais trouvé ça assez cocasse, qui souligne cette dimension-là. J'ai souvenir aussi des plumes comme Gérard Leclerc, qui est une grande figure intellectuelle, Yvan Aumont, et évidemment l'inénarrable Bertrand Renouvin. Et donc pour moi, je suis évidemment très flatté quand je vois des personnalités qui sont invitées à parler d'un sujet crucial et qui suscite les passions collectives les plus folles. Alors comment prendre de la hauteur sur un sujet aussi crispant, parce qu'il interroge la question de civilisation, il interroge sur le qui nous sommes, parce que j'ai tendance à considérer que la question islamique est le miroir en fait, des passions françaises et le miroir d'une interrogation de l'identité de la France. Et permettez-moi de dire d'une part que j'ai un éthos civilisationnel islamique, parce qu'évidemment je suis directeur général d'une fondation reconnue d'utilité publique qui est la Fondation d'Islam de France, donc je précise que c'est une fondation laïque à vocation éducative et culturelle, et que mon premier président a été Jean-Pierre Chevènement, et donc voilà, j'ai un compagnonnage avec ce grand homme d'État, et il m'avait sollicité pour le suivre dans cette aventure, et cette aventure en fait était très simple. C'est comment, a posteriori des attentats, comment au regard d'une blessure historique entre la France et la chose islamique, peut-on construire une politique publique pour construire un islam de France? Évidemment, vous allez me dire que, eu égard à la séparation des églises et de l'État, l'État ne peut pas s'interférer sur le champ théologique. Donc, le seul domaine où l'État peut intervenir vis-à-vis de la question islamique, c'est la question culturelle. Et donc, nous, on a considéré au moment de la création de la Fondation de l'Islam de France qu'il fallait construire un triptyque, la question de la formation profane des cadres religieux, la construction d'une politique culturelle vis-à-vis de la question islamique, c'est-à-dire que comment construit-on une politique publique culturelle pour faire simple, pour œuvrer à la cohésion nationale et pour réconcilier les Français. Et donc l'objet de la Fondation, c'est celui-ci. Évidemment, le constat en 2016, sans faire un historique très très long, mais déjà, il faut avoir une perspective du temps long lorsqu'on aborde la question islamique. Et je vous renvoie à tous, et je renvoie à nos spectateurs, au grand livre de Mohamed Harkoun, qui était l'un des pères de l'islamologie appliquée en France, qui avant de mourir avait publié son grand œuvre, L'histoire de l'islam en France et des musulmans. Donc c'est un livre de 1000 pages, et qui était très structurant du Moyen-Âge à nos jours. Et en fait, il avait abordé le temps long autour de 4 périodes, le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières et les temps contemporains. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le substrat civilisationnel islamique est consubstantiel à la personnalité française. Mais, en même temps, c'est qu'il a fait l'objet de fascination et de répulsion. Et que la complexité des relations entre la France et l'islam, c'est qu'elles sont toujours oscillées, de par les temps et les âges, entre la fascination et la répulsion. Et donc, au moment de la création de la Fondation d'Islam de France, et cette création, en fait, n'est que le bébé d'une fondation qui avait déjà été créée par Dominique de Villepin en 2005, malheureusement, elle n'avait pas fonctionné. Cette fondation, c'était la Fondation des œuvres de l'islam. Et le grand projet du ministre Bernard Cazeneuve, parce que c'est là où on voyait qu'il y avait quand même une intelligence intellectuelle, une réflexion, sur comment peut-on penser la question de l'islam sur 15-20 ans. Et la seule manière qu'a l'État de pouvoir interférer, comme je l'ai dit en prélude et en introduction, c'est le volet culturel. Et ce volet culturel, pour faire simple, c'était comment on reprend le grand projet de l'orientaliste Jacques Berck, qui est de favoriser la construction d'un islam gallican, mais
Pour ce faire, il faut pousser évidemment les acteurs musulmans dans cette voie. Et donc la difficulté qu'a la Fondation de l'Islam de France, c'est qu'elle s'adresse à tous les Français, et elle a pour objectif de jouer aussi un rôle très important et de mouvement dans la composante islamique. Pour ce faire, on a créé, comme je l'avais dit, un triptyque. Comment on favorise la construction de la formation profane des cadres religieux. 2, comment on favorise une politique de la recherche en islam, c'est-à-dire que pour parler d'islam, encore faut-il le connaître. Et 3, comment on construit une politique éducative et culturelle. Pourquoi une politique culturelle et éducative? Parce qu'on a un défi vis-à-vis de la jeunesse. On a un défi énorme vis-à-vis de la jeunesse, de composante islamique, pour d'une part lui donner des clés pour s'approprier l'héritage et la culture française, et en même temps lui donner des clés de son héritage et de son legs patrimonial civilisationnel islamique. Et en fait, à la Fondation, on fait ce pari-là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une guerre énorme à l'intérieur de l'islam, et de dire que les attentats que nous avons eus, oui, ils ont un lien avec l'islam, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rien-à-voirisme ou dans le déni vis-à-vis de la question islamique. Oui, il y a un lien entre la question de la violence et le référentiel religieux, c'est-à-dire qu'on nie pas ces questions, c'est-à-dire que ces attentats, en fait, ils interrogent la question islamique, et le rôle de la Fondation, c'est de faire évidemment un travail d'introspection pour s'attaquer au nœud gordien de cette problématique. Et donc, pour éviter la guerre civile qui vient, entre guillemets, je veux dire que quand on voit les apôtres du discours décliniste, je dirais, qui est très prégnant, eh bien, il faut construire une politique de civilisation. Et c'est le rôle de cette fondation. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire, pour paraphraser Jean Giraudoux, non, la guerre civile n'aura pas lieu. Mais pour que cette guerre civile n'aura pas lieu, on dit évidemment qu'il faut qu'on mette en place une grande politique de civilisation si on veut être à la hauteur de l'ambition et d'une politique de l'amitié civique. Ensuite, pour faire un petit parallèle avec mon rapport à l'ANA et les questions sur lesquelles je travaille, c'est que moi j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit à mon ami Bertrand, que grâce aux feuillets royalistes, j'ai compris aussi la place de l'État dans la conscience collective nationale. Et pourquoi je parle de l'État? Parce que lorsqu'on s'intéresse aux guerres de religion, on voit le rôle qu'a eu l'État au XVIe siècle pour poser les jalons en fait, d'une pacification. Et je ne dis pas que je pense tous les jours au chancelier Michel de l'Hospital, mais ça joue un rôle très prégnant en fait, dans ma réflexion et sur le rôle que peut jouer une fondation comme la nôtre, malgré les moyens epsilonesques qui sont les nôtres, pour œuvrer et promouvoir une politique de l'amitié civique. Et donc, pour construire cette politique de l'amitié civique, on a voulu s'attaquer à un sujet qui est fondamental, qui est la formation profane des cadres religieux. Pour vous donner un ordre d'idée, 68% des imams sur le territoire national sont d'origine étrangère. Très peu d'entre eux ont une grande maîtrise de la langue française. Et donc, ça fait 20-30 ans qu'on subit cette politique. Le président Emmanuel Macron a décidé de mettre fin au détachement de l'imama sur le territoire national. Et ça pose une question. Quid de leur formation théologique? Évidemment, ce n'est pas notre volet. Mais la question va se poser. C'est-à-dire que comment forme-t-on justement des futurs théologiens musulmans sur le territoire national? Et le grand projet d'Arkoun, c'était celui-ci. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il n'a pas arrêté de plaider auprès de la puissance publique pour construire un grand institut de théologie islamique pour former les cadres religieux. Et donc on a une décision après, évidemment sans rentrer dans les arguties de la jurisprudence constitutionnelle, il est très difficile d'établir cet établissement confessionnel ou non confessant islamologique. Notamment, on a parlé du concordat d'Alsace-Moselle parce qu'il y avait des possibilités juridiques de pouvoir le construire, eu égard aux modalités juridiques du concordat d'Alsace-Moselle, mais malheureusement, ce projet n'a pas vu le jour. Et donc, le rôle qu'a la Fondation, c'est 2 points, c'est de favoriser l'apprentissage de la langue française et de leur prodiguer une culture de formation civile et civique. Donc, ce qui fait que ce que vous avez entendu dans la presse et sur les diplômes d'université, laïcité, société et religion, qui a été mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait pressé le bureau central des cultes de l'époque de construire en fait une politique de formation à destination des ministres du culte. Et le chef du bureau central des cultes de l'époque était Didier Lesky, qui est aujourd'hui le préfet de l'OFI, avait construit cette politique que les universités avaient refusée, parce que les universités au départ avaient considéré que les universités n'avaient pas à s'intéresser à la construction, à la formation profane des cadres religieux. Donc l'Institut catholique de Paris avait institué en fait cette politique. Ensuite, a posteriori des attentats, il y a aujourd'hui une trentaine de DU sur le territoire national.
Et le rôle de la Fondation, c'est d'œuvrer évidemment et d'octroyer des bourses à ces cadres religieux. L'objectif, vous le voyez très bien, c'est l'apprentissage de la langue et évidemment une compréhension de l'univers institutionnel républicano-laïque. En plus, de leur montrer que contrairement aux idées reçues qu'ils peuvent avoir de l'idée laïque, que la laïcité est une chance pour la France. Voilà. Donc c'est comme ça que nous, on conceptualise notre politique à l'égard de la formation profane. Ensuite, un autre volet, et on pourra en débattre tout à l'heure, le volet de la formation des cadres religieux, il touche évidemment une discipline qui est centrale, qui est une discipline historico-critique, qui est la discipline islamologique. La France a, de par son histoire, un prestige énorme dans le champ de l'islamologie. Et évidemment, pour reprendre l'analyse foucaldienne, savoir et pouvoir, sous l'administration coloniale, nous avions évidemment une expertise intellectuelle au service, évidemment, des ambitions du pouvoir. Ce qui fait que les administrateurs coloniaux, je prends l'exemple de Berck, tous ont été en lien, à un moment ou à un autre, avec l'administration coloniale. Louis Massignon, qui est l'un des pères de l'islamologie fondamentale, a joué un rôle très important, par exemple dans les accords Sykes-Picot, parce qu'il a énormément conseillé la diplomatie française. Donc, tous ces acteurs de renom de l'islamologie française ont été en lien avec la puissance tutélaire nationale. Et la régression qu'on a eue dans le champ de l'islamologie fondamentale, elle est venue, vous n'allez pas être surpris, a posteriori des années 60. C'est-à-dire que la fin de l'empire colonial et donc la fin de la présence française en Orient, et je pense évidemment, vous voyez bien, à la fin de la guerre d'Algérie en 1962, a annoncé en fait un prélude de raréfaction et de crise de l'islamologie. Et à la place de l'islamologie fondamentale, et l'islamologie fondamentale, pour faire simple à l'égard de nos spectateurs, c'est l'étude des textes savants de l'islam classique, du 8e siècle jusqu'à l'ère contemporaine. Et à la place de l'islamologie, vous allez avoir une autre figure qui va interférer dans le débat public et qui est en lien avec les mutations du fait islamique, qui est la figure du politologue expert de l'islam. Donc la politologie, ça va être l'ère de Gilles Kepel, des professeurs comme Olivier Roy, qui vont tenir le pavé. Et eux vont nous dire qu'il faut en finir avec l'approche culturaliste de l'islamologie classique, et en fait ces populations sont comme les autres, et il faut les analyser sous les grilles de la politologie classique. Et donc ce courant-là va être prédominant, mais on s'est aperçu qu'à posteriori des attentats, qu'on avait un problème de lecture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les attentats si on ne fait pas le lien avec le fait religieux. Évidemment, ça c'est une position de principe qui est celle de la Fondation, et nous assumons pour dire évidemment qu'il y a un continuum entre une question religieuse et la question des attentats. Et vous avez une autre expertocratie qui était de dire que la question sociale, que la question de l'islamisation de la radicalité, pour employer le terme chic, était beaucoup plus prédominant que la question du verbe religieux dans l'acte, justement, du terrorisme. Donc, et moi, a posteriori, j'ai tendance à dire que les deux thèses sont plus ou moins complémentaires. Mais tout ça pour dire aujourd'hui que pour attaquer le salafo-djihadisme, si vous ne connaissez pas le salafisme dans ses textes, et que vous n'entrevoyez pas déjà d'une part un contre-discours théologique, un contre-discours culturel sur l'islam vis-à-vis du phénomène, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est le positionnement de la Fondation. Donc, ce qui fait que l'axe de la formation profane des cadres religieux, il est lié à un autre objet de recherche, qui est celui d'apporter un souffle aux recherches fondamentales aujourd'hui de ce que j'appelle l'islamologie classique. Et aujourd'hui, dans l'islamologie classique, vous avez un grand professeur d'islamologie, qui est Mohamed Ali Amir Mouizi, qui a publié un livre qui est tout à fait fondamental, qui s'appelle Le Coran des historiens, et qui montre, voilà, contrairement aux idées reçues, que voilà, il y a une histoire du Coran, il y a une histoire de la transmission, qu'il y a une histoire de la compilation du corpus coranique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate à l'échelle européenne? Que l'islamologie allemande, qui a œuvré notamment à l'université de Berlin autour d'un grand programme de recherche qui s'appelle Corpus Coranicum, et qui est aujourd'hui, je dirais, à l'avant-garde des études académiques autour de cet objet. Donc ce qui fait qu'en France, on a évidemment une tradition savante, mais je dirais qu'il ne sort pas de l'entre-soi académique. Et je pense que tous les débats intra-académiques de recherche qui sont très poussés, qui sont propres, on va dire, à une expertocratie savante, doivent être aujourd'hui démocratisés à destination du grand public. Mais destiné à la composante islamique, et je dirais pourquoi c'est fondamental, mais vis-à-vis du grand public. Et c'est pour ça que le rôle de notre fondation, il est essentiel, parce qu'au-delà du nom de notre fondation, et je dirais quelques mots tout à l'heure, et des difficultés auxquelles on est confronté par rapport au nom de la fondation s'adresse à tous les Français. Voilà.
Mais sur un objet aussi crispant, aussi fracturé, il est très difficile de construire des politiques qui puissent montrer déjà d'une part la complexité du fait islamique, parce qu'il y a une complexité, c'est-à-dire que l'islam en soi, ça n'a pas de sens. Il y a des islams, il y a des musulmans, il y a des pratiques, et que l'État et la puissance publique est confrontés en fait à cette complexité et des mutations du fait islamique. Et moi, à titre personnel, en tant que citoyen, je comprends très bien les atermoiements, les difficultés, les appréhensions en fait du corps citoyen vis-à-vis de cette problématique qui, au final, nous dit que le religieux est toujours là et que non, Nietzsche a eu tort d'une certaine manière, non, Dieu n'est pas mort parce que Dieu est ressuscité, il est là. Voilà. Ensuite, l'autre volet qui me semble fondamental, et comme je vous l'avais dit au préalable, c'est la politique éducative et culturelle. On a une difficulté sociologique. La difficulté sociologique, c'est qu'on a, dans ce qu'on appelle la sociologie des quartiers prioritaires, une forte composante musulmane sur le plan sociologique, dans ces quartiers prioritaires. Et donc, on a la construction d'un lumpenprolétariat dans les quartiers difficiles, et on souffre, je dirais, et sur le plan de la sociologie politique, de la fin du PC. C'est-à-dire que la fin du Parti communiste a, d'une certaine manière, eu des conséquences très fâcheuses en fait, dans la sociologie de ces quartiers. Et donc, il n'y a plus de grands récits collectifs qui, d'une certaine manière, structuraient, d'une part, la sociologie de l'intégration, deux, la sociologie au corps politique, et trois, la question du corps collectif. Donc, ce qui fait que le fondamentalisme religieux, qui peut gangréner ces quartiers, est le fruit, en fait, de la décomposition des grands récits collectifs que nous connaissons dans la société. Et donc, le travail de la Fondation, c'est d'essayer de recréer des mouvements d'éducation populaire, mais autour, en fait, du fait culturel religieux islamique. Donc, le discours que je suis en train de vous tenir, le rôle de la Fondation, c'est d'essayer de le tenir, mais à l'échelle du territoire national, et de trouver des relais, évidemment, c'est une tâche plus que salutaire, dans ces quartiers pour promouvoir, voilà, un discours intellectuel critique autour de cette problématique. Et donc, vous allez me dire, quel type d'action on a mis en place. Par exemple, on s'est associé avec un mouvement spirituel soufi, je veux dire évidemment, qui est une tradition élitiste, mais qui a souhaité faire un travail d'éducation populaire dans les quartiers pour les initier, d'une part, à la tradition du beau, parce que nous, on part du postulat qu'on ne peut pas enraciner une partie de la population si on ne lui donne pas des sentiments de fierté, justement, à leur appartenance, à leur ethos civilisationnel. Et donc, nous, on fait ce double pari. Une fierté d'appartenance au corps républicain, une fierté de la personnalité française, mais qui est doublée à une fierté, justement, d'une appartenance civilisationnelle islamique. Et c'est le discours que nous essayons de tenir. Mais pour cela, on est très critique, évidemment, vis-à-vis des discours très victimaires autour voilà, du racisme anti-musulman dans la société française. On ne nie pas qu'il y a des réalités discriminatoires, mais pour prendre de la hauteur, vous imaginez bien que si on rentrait dans ce registre-là, on ne pourrait pas faire, justement, une grande politique. Et donc, le rôle de la Fondation, c'est d'essayer d'être en surplomb et puis de construire cette politique afin d'arrimer l'ensemble du cours national autour de nos enjeux éducatifs et culturels. Donc on a créé des mouvements, une université populaire itinérante pour aller en fait sur l'ensemble du territoire national, pour construire et pour discuter en fait avec nos concitoyens français, au-delà des clivages philosophiques, confessionnels, culturels, de ce que dit, de quoi la question islamique est-elle le nom dans la société française. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le problème d'un refoulé postcolonial, la blessure en fait postcoloniale liée à la question algérienne. Et je vous assure que c'est très prédominant. Et que le drame et toute la difficulté, c'est que la question du fait islamique se greffe d'une part sur cette blessure postcoloniale, et elle se greffe sur une question sociale aiguë. Et ce qui la rend encore beaucoup plus difficile. Par exemple, je vous donne un exemple, pour ne pas paraître hors sol, c'est-à-dire que moi, mon modèle, si vous voulez, de l'esthétisme de la religion islamique, c'est Eva Vitré de Mérovitch. C'est-à-dire que comment une femme qui était proche qui a un héritage russe blanc a voulu s'approprier l'héritage de l'aristocratie islamique. C'est-à-dire que si tous nos gamins lisaient Eva Vitré de Mérovitch, on n'aurait plus de questions islamiques. Et évidemment, vous allez me dire que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que vous allez donner et transmettre en fait une dimension élitaire que vous allez faire société. Et c'est ça qui est difficile. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a un enjeu culturel qui est très important. Comme autre politique culturelle, on construit des expositions, parce qu'on a construit 2 expositions qui, à mes yeux, sont porteuses de sens au sein de la Fondation. Et c'est en lien, vous allez voir, avec notre événement de demain, l'histoire des soldats de tradition musulmane qui sont morts pour la France. Parce que pour montrer la place
Et la force du substrat islamique dans le territoire national, c'est de parler du sacrifice et du prix versé par le sang. C'est-à-dire que quel meilleur symbole qui lie justement la question patriotique que de montrer que mes corélégionnaires, entre guillemets, ont participé, malgré la suggestion coloniale, en 14-18 et en 39-45, au sacrifice de la patrie France lors des deux guerres mondiales. Et dans cette exposition, on avait montré, par exemple, comment Napoléon Bonaparte avait pris aussi des Mamelouks dans sa grande armée impériale, et qui montre en fait que depuis l'expédition d'Égypte, que de nombreux soldats de tradition musulmane font partie prenante en fait de ce grand récit national et collectif. Aussi, dans un autre registre tout aussi intéressant, mais qui est complémentaire à cette première exposition, on a fait une exposition pour œuvrer à la mémoire de l'émir Abdelkader. Pourquoi l'émir Abdelkader? Parce que pour moi, c'est un symbole énorme. Je veux dire, l'un des derniers grands leaders spirituels de l'islam dans le continent arabo-maghrébin, qui a lutté contre l'empire colonial au XIXe siècle, et qui a sympathisé, malgré justement la rivalité et la question de l'empire, avec le duc d'Aumale. Il a sympathisé, et tout le monde le sait, sa proximité intellectuelle et politique avec Napoléon III. Je veux dire, Napoléon III, qui était peut-être l'empereur sous la colonisation française, qui était le plus rétif, le plus grand adversaire de ce qu'on appelle le parti colonial en Algérie. Et toute cette histoire a permis de montrer, en fait, à des gamins, à des jeunes, pour construire leur citoyenneté et leur rapport au récit national, que l'histoire de France est aussi la leur. Et donc nous, au sein de la Fondation, on a tendance à considérer que pour faire nation, il faut être dépositaire justement d'une mémoire historique. Qu'on ne peut pas faire nation si on n'est pas conscient, en fait, de cette mémoire historique nationale. Et donc, à la Fondation, nous sommes des défenseurs inlassables de ce que j'appelle la force du récit national. Et de montrer que l'islam fait partie, de manière indissociable, malgré les heurts et les malheurs, malgré les tragédies et la force de la réciprocité de ce récit. Et en ce moment, pour vous donner un exemple, on est partie prenante de l'exposition Les Arts de l'Islam, qui sont pilotés par la Réunion des musées nationaux. Et donc la Fondation de l'Islam de France est partie prenante de cette exposition que je trouve tout à fait intéressante, parce que le Premier ministre Jean Castex a souhaité que cette exposition ne soit pas simplement itinérante, mais qu'elle ait lieu dans 18 territoires. Et ces 18 territoires correspondent en fait à 18 circonscriptions administratives, et que dans ces 18 territoires, l'objectif, c'est de montrer en fait à la population, à nos concitoyens, comment l'art islamique, mais contrairement à son appellation, l'art islamique n'est pas un art religieux, mais un art profane, et comment cet art est un élément consubstantiel, on va dire, à la circulation culturelle du Moyen-Âge à nos jours. Et de le montrer dans le contexte actuel à la population nationale, je trouve qu'au-delà de la dimension politique, je veux dire, avant les élections, que c'est l'œuvre, me semble-t-il, d'une réflexion et d'une vue sur comment aujourd'hui on peut faire communauté politique autour de la question islamique dans la société française, compte tenu des fractures qui la minent. Ensuite, vous allez me dire, mais comment vous faites aussi pour avoir de l'impact? On a créé un campus Lumière d'Islam. Et le nom du campus, c'est Jean-Pierre Chevènement qui avait trouvé l'idée du nom de ce campus. Évidemment, il pensait, comme vous connaissez tous, son compagnonnage avec Jacques Berck. Il est énormément imprégné, en fait, de cet héritage civilisationnel, philosophique, au Moyen-Âge. Et donc, nous, notre idée, j'avais une discussion à ce sujet avec Régis Debray, et j'avais une discussion téléphonique avec lui, et je l'en ai remercié parce qu'il m'a dit, regardez la force aujourd'hui du discours religieux sur le numérique, et que nous assistons en fait à la défaite du livre, et que la force du numérique en fait dans la transmission et je dirais dans une forme de prosélytisme religieux nécessitait de s'attaquer en fait avec les armes de la techné sur un autre discours culturel. Et donc on a voulu porter la question civilisationnelle islamique au cœur en fait des nouvelles batailles numériques. Et je peux vous assurer qu'il faut avoir énormément de moyens pour d'une part toucher énormément de gens et surtout toucher la jeunesse. Et donc nous on avait deux défis. C'était d'une part de vulgariser la complexité du fait islamique autour de 6 grandes rubriques qui allaient de l'histoire des relations entre la France et l'islam à la rubrique pensée, culture et art, à la République en partage, parce qu'il y a un vrai sujet sur République et islam et sa compatibilité, parce que nous on ne la nie pas, au contraire il faut l'aborder.
Et donc on a voulu être très présent. Et c'est pour ça qu'on dit souvent de manière un peu chic que, voilà, que le paradoxe aujourd'hui, c'est que la pensée du traditionnalisme se fait avec les outils de la technique et de la modernité. Et donc, on a voulu s'approprier cet outil pour dire qu'on peut porter un autre discours culturel. Et, voilà. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense qu'on peut être très fier de cet outil qu'est le campus Lumière d'Islam. Je voulais ajouter aussi qu'on s'interrogeait sur la question d'un grand lieu de mémoire dans l'islam de France. Et je trouve, et je pense que je vais faire plaisir à mon ami Bertrand, que l'histoire de la Grande Mosquée de Paris est un lieu emblématique qui peut réconcilier les Français. On voit la Grande Mosquée de Paris dans le film La Grande Vadrouille, on voit qu'ils sont au hammam à la Grande Mosquée de Paris, et puis quand je vois le poids et la mémoire de la Grande Vadrouille, évidemment, ça a du sens, on va dire, dans l'imaginaire symbolique et collectif. La Première Guerre, que la conséquence de la Première Guerre mondiale et du sacrifice en fait, des soldats musulmans qui sont morts pour la France, c'est l'édification de ce lieu de culte. Ensuite, l'édification de ce lieu de culte doit beaucoup à une personnalité tout à fait atypique dans l'histoire de la Troisième République, au maréchal Gueutin. Et le rôle qu'a joué ce que j'appelle cet administrateur colonial, anticolonialiste avant l'heure, une personnalité tout à fait atypique dans le milieu politique, la dernière grande figure du légitimisme monarchiste, a joué un rôle fondamental pour reconnaître la place et le tribut à l'islam, et je pense que cette histoire mérite d'être connue par la majorité de nos concitoyens, au-delà de tous les clivages confessionnels et culturels. Et je me souviens que la première pierre qui a été apposée en 1922 à la Grande Mosquée de Paris, et je me souviens, je crois que c'est les mots du maréchal Gueutin: si l'on veut un jour pouvoir intégrer et assimiler l'islam à notre culture nationale, encore faut-il que nous soyons fiers aussi de notre propre culture. Parce que si nous voulons assimiler, il faut que nous soyons fiers de qui l'on est. Et je pense que quand j'ai lu cette phrase, je trouve qu'elle est vraiment aujourd'hui d'une grande actualité. Je pourrais évidemment disserter pendant très longtemps sur la complexité sociologique de l'islam de France, mais j'ai souhaité ici vous faire un résumé, mais tout ça pour vous dire que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et c'est ce beau vers de Hölderlin qui chaque jour me motive pour aller travailler. Parce que quand je vois évidemment la prolifération des discours déclinistes et des interrogations sur la compatibilité entre France et islam, je crois qu'on peut avoir une réflexion, une vision d'avenir, parce que la France est une puissance méditerranéenne. Moi j'ai appris de Napoléon que la politique étrangère elle est consubstantielle à la géographie de notre pays, donc il faut qu'on assume en fait notre puissance méditerranéenne. Évidemment, il faut qu'il y ait aussi une réciprocité, et que ce qui se passe dans l'autre rive de la Méditerranée a aujourd'hui une résonance sur le territoire national, et que la complexité d'un objet religieux, c'est la complexité pour l'État, parce que le religieux par nature transnational, et l'objectif d'un État, évidemment, et surtout la tradition française, c'est de gallicaniser. Et donc toute la complexité de la question de l'islam, c'est sa gallicanisation. Est-il possible de construire un islam gallican dans notre pays? Et je pense fondamentalement que c'est le rôle, l'œuvre de la Fondation de l'Islam de France de pouvoir y contribuer, mais que c'est un enjeu majeur pour la société française de demain. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà, le débat est ouvert. Sur Internet. Je t'en prie. Bonsoir, merci pour la qualité de votre intervention. Une question sur l'art islamique. La personne avoue ne rien connaître. Vous dites qu'il y a un art profane, pourtant il me semble que cet art est profondément imprégné de préceptes, voire interdits religieux, interdiction de la représentation humaine, etc. Pouvez-vous préciser votre point? Alors, cette question elle est opportune, parce que évidemment, et je précise que dans la culture théologique contemporaine de l'islam sunnite, il y a un aniconisme, mais qui n'a pas été celui de l'histoire de l'islam. Et ça veut dire qu'en fait, vous aviez jusqu'à, on va dire, au XVIIe, XVIIIe siècle, dans l'islam sunnite, des représentations des acteurs de l'islam, mais que, a posteriori, et en fait c'est ce que j'appelle le retour de l'intégralisme religieux, à partir des années 50 à El Azhar, et en fait vous avez une construction de l'interdiction.
mais qu'il existe dans l'histoire de l'islam, voilà, un art profane qui n'est pas simplement figuratif. Et l'objet justement de l'exposition art de l'islam, c'est de montrer justement cette panoplie. Et par exemple, je donne un exemple, le baptistère de Saint-Louis, et qui appartient et qui est venu justement d'Orient et qui se retrouve voilà, au cœur de la culture patrimoniale française. Où je pourrais donner aussi d'autres exemples, parce que comme j'ai un peu bûché sur le dossier pour préparer évidemment l'expo art de l'islam, et je pense que cette exposition va, entre guillemets, contredire les idées reçues, mais autant des représentations qu'on se fait dans le corps national justement de la question artistique que dans la composante islamique, par rapport justement à la question qu'a évoquée justement l'internaute. Qui veut intervenir? Pierre-Henri? J'ai une question tout à fait différente et peut-être un petit peu terre à terre. Comment sont accueillies vos initiatives dans la communauté musulmane? Et puis, question périphérique, en fait, comment allez-vous à la rencontre des personnes? Est-ce que vous accueillez ceux qui sont intéressés par vos projets et donc qui ont, on va dire, une affinité déjà avec ce que vous portez, ou est-ce que vous essayez d'aller convaincre des gens dont vous savez qu'ils ne sont pas du tout sur la même vision de l'islam en France? Alors nous, on s'adresse à tous les acteurs, ceux qui nous sollicitent, et aussi, je pense que vous n'allez pas être surpris, des collectivités qui sont en demande en fait d'acteurs médiateurs. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a des difficultés, c'est le rôle aussi de la Fondation, c'est de pouvoir être médiateur. Et généralement, on est médiateur devant quel phénomène? Des manifestations ostentatoires, des difficultés de pouvoir discuter en fait avec des acteurs musulmans au niveau local pour débloquer les dossiers. Ça va de la construction des lieux de culte à la question des repas, je veux dire, il y a une multiplicité de questions auxquelles on est confronté dans le quotidien sur ce que j'appelle la gestion du fait religieux dans l'espace public. Alors ça, c'est une chose. Et deux, ce qui est important pour nous, c'est comment on construit une politique culturelle dans ce contexte avec une multiplicité d'acteurs. Donc franchement, pour répondre à votre question, je veux dire, on s'adresse à tous. Évidemment, on essaie d'aller là où sont les difficultés pour être le plus utile. Et surtout, c'est de pouvoir essayer de construire du collectif et de l'unité autour de nos actions. C'est ça qui nous importe. C'est-à-dire que comment, aujourd'hui, on essaye, parce qu'il y a des fractures culturelles qui sont énormes dans notre pays aujourd'hui, il faut le dire. On a des fractures générationnelles, on a des fractures territoriales, et sur l'ensemble de ces fractures, la question islamique est toujours, d'une certaine manière, au cœur du nœud gordien. En tout cas, sur ce que moi j'ai pu voir. Ou par exemple, pour vous répondre à votre question, je me souviens d'une université populaire itinérante, où il y avait une femme musulmane qui nous avait écoutés, et qui nous disait, mais créez une école dans mon quartier, parce que je veux que mes enfants puissent entendre le discours que vous avez tenu. Bon, ça montre en fait qu'il y a une demande, il y a une soif culturelle, mais qui pâtit voilà, d'une raréfaction, d'un manque de présence, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait la crise des outils de la solidarité collective. Et en fait il y a une demande de politique, mais si le politique n'y est pas, donc, et c'est pour ça que ce que le sociologue, ça fait un peu chic, mais ce que le sociologue Olivier Roy appelle la religion sans culture, bah, prédomine. En fait, le fondamentalisme religieux est une réponse en fait, à l'épuisement des idéologies séculières. Voilà. Et donc l'objectif de la Fondation, c'est d'affirmer et de donner un corpus culturel justement à cette foi pour amener la question de la spiritualité et puis la question de la citoyenneté. Alors que les deux sont liés. Mais évidemment, c'est un travail qui est franchement titanesque et qui est un défi de civilisation, vraiment. Je le pense sincèrement. Oui. Oui. Non, vas-y. Bon, si je repasserai la parole très vite. Quant à l'histoire des fractures, tu as raison de dire que l'effondrement du Parti communiste a été quelque chose de très important dans la perte du lien avec une certaine conception de la politique nationale.
Et je me souviens d'une réunion au mercredi de la NAR avec Thierry Pfister, qui, vers 85-86, nous disait ça. Il dit, mais comment on va faire dans les banlieues maintenant que le Parti communiste est en train de s'effondrer? Thierry Pfister avait été conseiller de Mauroy à Matignon, c'était quelqu'un d'important dans le socialisme français. Alors, il avait posé une très bonne question, mais il n'y a jamais eu de réponse. Et les réponses qui ont été données ont été plutôt des réponses politiques conjoncturelles, ça s'est appelé SOS Racisme. Mais SOS Racisme, que nous avons bien connu, était un moyen pour François Mitterrand de gagner l'élection présidentielle de 1988. Et après, il y a eu des pratiques extrêmement douteuses contre lesquelles nous étions d'ailleurs insurgés, sur lesquelles je n'insisterai pas. Mais on a vécu le développement et la mort des associations de quartier, qui étaient d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été fédérées sur le plan national. Nous, on était proches, avant SOS Racisme, de France Plus, qui était une association d'intégration, justement, républicaine à la société française. Et ça, c'était au début des années 80, où la question de l'islam ne se posait pas tellement. C'était la question de l'intégration des populations immigrées, de ce qu'on appelait les beurs. Il y a eu la marque des beurs, etc. Et il y a eu un mouvement, et France Plus était un de ces mouvements qui voulait justement aller au contact des jeunes pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, les faire voter, etc. Et après SOS Racisme, il y a eu aussi Droit de cité, qui a été une grande organisation nationale à laquelle nous avons participé, où il y avait un ensemble de formations politiques. Je me souviens d'avoir parlé de la guerre dans les Balkans, de la guerre en Yougoslavie, justement pour dire qu'il ne fallait pas aller tomber dans cette logique-là. Bon, je connaissais bien la Yougoslavie, que j'aimais beaucoup en plus. Je ne me contentais pas de la connaître, mais je l'aimais beaucoup. Mais toutes ces associations ont disparu. Et on lira dans le numéro spécial de Royaliste sur notre 50e anniversaire un témoignage d'un de nos camarades, Ahmed, qui est dans la région d'Angers, et qui dit, en fait, d'une part, c'était trop sacrificiel, parce que les associations, il fallait vraiment s'y consacrer, et il y a un moment où la vie reprend le dessus, on se marie, et on a un métier, on ne peut plus s'occuper de l'association. Donc c'était une des causes de la disparition. La deuxième cause, c'est le travail d'un certain nombre de maires qui ont détruit des associations de quartier qui marchaient bien, justement parce qu'elles marchaient trop bien et qu'elles échappaient. Je citerai un cas que j'ai bien connu à Nantes. On avait monté une très grande maison des potes. Non, ce n'est pas la maison des potes, c'était une maison des jeunes. La maison des potes, c'était SOS Racisme, mais une maison des jeunes qui marchait très 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 bien et que Jean-Marc Ayrault a discrédité après l'avoir financé parce que ça lui échappait. Et un maire socialiste, homme de parti, ne veut pas que les jeunes, justement, échappent. Il n'était pas très content. J'étais venu faire une conférence sur qu'est-ce que c'est être citoyen, etc. Ça l'énervait un peu, donc il a détruit. Et finalement, il reste très peu d'associations de ce type qui sont des médiations tout à fait naturelles, qui évitent beaucoup de travail à la police, qui évitent justement que les jeunes aillent du côté des salafistes, etc. Mais il y en a très très peu. Et donc on a vu à partir de 93-94 les associations se dissoudre et bien il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire les émeutes, les grandes émeutes c'était 1995. Donc on s'est retrouvé dans ce désert et on a eu presque plus de contact avec les quartiers, comme on disait, comme on dit toujours. Mais c'est très difficile, comme tu dis, c'est très difficile de retisser des liens de ce type, dans un contexte qui est naturellement extrêmement dégradé sur le plan politique, avec les propagandes des uns et des autres que nous connaissons bien.
je partage. Je ne peux qu'acquiescer à ces propos, mon cher Bertrand. Mais comme tu l'as souligné, il y a un élément qui est central, qui est l'explosion du fait religieux à partir des années 80. C'est-à-dire qu'il y a un retour de la question islamique, c'est-à-dire qu'il y a une construction de la question islamique, parce que l'épuisement, d'une certaine manière, du modèle intégrationniste et assimilationniste français a fait interroger le modèle, et donc une partie de la jeunesse s'est cherché justement un modèle identificatoire. Et c'est pour ça que ce fait religieux, il est aussi lié aux convulsions de l'islam à l'échelle du globe. C'est-à-dire qu'il y a une interférence entre la question de l'islamisme, la révolution khoméiniste, la question des frères musulmans dans les années 80-90, et ces interférences évidemment avec le local, avec la France, et nos difficultés aussi à avoir une représentation du culte islamique. Donc c'est pour ça que, pour parler de la sociologie de l'islam de France, c'est qu'on a un islam français complètement fragmenté. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie du corps social qui croit qu'en fait l'islam est monolithique, il est tout sauf monolithique. Il est profondément fragmenté, avec une fracture générationnelle, avec une fracture entre ceux qui sont les tenants, d'une certaine manière, d'un islam diasporique et le rapport avec les pays d'origine étrangère, et surtout 3 États principaux qui jouent un rôle important dans le culte islamique en France, l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Et aussi une autre fracture qui malheureusement est réelle, parce que je la vis au quotidien, c'est une fracture entre une élite musulmane citoyenne et une fracture populaire. Voilà. Et celle-ci, elle est tout aussi forte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un préfet en exercice qui avait publié un livre qui s'appelle « Misère de l'islam de France » avait dit que ce qui manquait à la composante islamique, selon lui, c'était des Bernanos à l'intérieur de l'islam. Des gens qui écrivent à l'intérieur de l'islam sur les mots MAUX pour justement relever ce défi de civilisation. Et je trouvais que en fait, l'analyse qui était la sienne était pertinente. Et donc en fait, le rôle que nous essayons d'avoir, c'est comment, pour répondre à votre question, de construire en fait ce partenariat culturel avec les instituts culturels des mosquées, mais pour proposer une programmation culturelle. C'est-à-dire que là, on a un vrai défi culturel pour avoir de l'impact et toucher du public sur ces enjeux. Parce que derrière la question de la Fondation de l'Islam de France, c'est que fait-on? C'est-à-dire que quid de la puissance publique vis-à-vis de la chose islamique. Voilà. Et intellectuellement, ça mérite déjà d'une part de s'y intéresser, de comprendre, parce que c'est complexe, et puis de voir les solutions que nous pourrions entrevoir, compte tenu d'une question dont j'ai tendance à considérer qu'elle dépasse la France, elle nous dépasse, je veux dire, à l'échelle du continent, et qu'elle a une résonance aujourd'hui mondiale, qui est un défi de civilisation, que la guerre qui est à l'intérieur de l'islam va prédominer, qui est aujourd'hui, je pense, dans ce 21e siècle, une question centrale pour l'équilibre du monde. Voilà. Oui, j'aurais une question toujours par rapport au volet politique, éducatif et culturel de la Fondation. Déjà, merci de cet exposé parce que je ne connaissais pas vos actions et la Fondation, donc j'ai beaucoup appris. Ce soir, vous avez parlé un moment par rapport à toujours, je reviens sur la question des, disons, quartiers donc en difficulté, d'une action que vous faites avec des tariqas soufis auprès des jeunes du quartier. Je serais très curieuse de savoir si c'est une tariqa spécifique, donc une conférence spécifique, et à quoi consiste cette action? Nous, on est une fondation laïque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de philosophie spirituelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les associations, si on a un partenariat avec ces associations musulmanes, c'est qu'elles construisent un projet à vocation citoyenne. Et il s'avère que la confrérie de la Alaouia, qui s'est rapprochée de nous, et en fait, il y avait une fondation à Genève et avec une antenne française, et on a construit un projet culturel autour de la question du beau et de l'esthétique. Et on l'avait construit à Mantes-la-Jolie. Et on l'avait construit, évidemment, au cœur du Val-Fouré. Et en fait, au cœur d'un quartier prioritaire, difficile, on essaie de construire une politique culturelle pour leur montrer autre chose. Pour leur montrer que leur civilisation, elle est porteuse du beau, et puis de leur donner en fait une dimension historique et de leur transmettre ce legs patrimonial. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce qui manque pour faire culture, mais en fait, c'est des lieux qui manquent. Il manque en fait des lieux de sociabilité et des lieux d'apprentissage culturel pour que ces jeunes puissent
qu'on puisse leur transmettre cet héritage. Voilà. Et je pense aujourd'hui que un jeune qui se construit sur le plan de son identité, parce que c'est une vraie question, mais qui touche toute la jeunesse, il faut qu'on lui donne des armes pour pouvoir se construire intellectuellement par rapport à cet apprentissage culturel et religieux. Et aujourd'hui, ces lieux manquent. Sinon, la fondation n'aurait pas lieu d'être. Mais évidemment, il faut que cette fondation ait une résonance nationale, qu'elle joue un rôle très important dans le débat public. Et franchement, je ne vous mentirai pas, je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour différentes raisons. Parce qu'on est un peu trop dans la marginalité, à mes yeux. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, parce que le plus important, c'est de travailler, c'est de construire. Et après, le rôle des fondations, sans de grands mécènes, c'est très difficile pour qu'elles puissent avoir un impact très important. Parce que comme toute fondation privée, elle a besoin d'avoir de nombreux mécènes. Et donc j'en profite, d'ailleurs, merci Bertrand, voilà, pour relayer un message aux mécènes, parce que j'ai tendance à considérer que le travail de la fondation fait œuvre de société et de cohésion nationale, et malheureusement, je ne vous mentirai pas que les grandes entreprises qu'on a sollicitées n'ont pas participé aux actions de la Fondation à cause du nom et à cause de la question islamique, parce qu'ils considèrent que c'est une question qui fracture trop, en fait, dans la société, alors que je pense que les enjeux sont fondamentaux. Alors, du coup, toute question Internet. Donc, bon, on va revenir à un point un peu plus loin. Du coup, alors je vais revenir directement sur ce que vous venez de dire. Donc, désolé pour cette question aussi directe. Votre association votre fondation a-t-elle pu recevoir des menaces de part d'éléments radicaux ou intégristes, entre guillemets, à chaque fois, de la communauté musulmane? Et deuxième question, un peu plus générale. Merci. Donc, pareil, une question sur la gallicanisation de l'islam. Une gallicanisation est-elle possible avec une religion qui n'a pas de référence extérieure fixe et unique, comme c'est le cas pour le catholicisme avec Rome? Alors, franchement, c'est une vraie question. Dans le monde islamique, je dirais, et avec des nuances, seul l'espace chiite a une tradition cléricale. Et l'espace chiite a ce qu'on appelle la figure du marja taqlid. La figure du marja taqlid, c'est une source d'imitation. Ce qui fait que la majorité des fidèles chiites, ils ont, d'une certaine manière, l'ayatollah sur lequel ils suivent en fait les recommandations. Aujourd'hui, l'ayatollah Sistani, dans le monde chiite, est plus ou moins fait consensus à l'égard des fidèles chiites à l'échelle du globe. Pour le monde sunnite, c'est vrai. L'islam sunnite est théologiquement protestant, comme disait Mohamed Harkouni. Et donc, chaque musulman, d'une certaine manière, a son rapport transcendantal avec le divin. Ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients. Pourquoi? Et par rapport à la France, parce que la France a une tradition verticale. La France, c'est l'État. Donc la France, c'est la centralisation. Donc, le ministre de l'Intérieur est depuis Napoléon Bonaparte, depuis Portalis, ministre des cultes. Donc, l'État veut avoir des représentations, veut avoir des représentants avec le culte islamique. Et là, on touche à une vraie difficulté, c'est que la construction de la représentation culturelle, elle s'est faite autour des notabilités diasporiques. Ce que je veux dire, c'est que les théologiens musulmans ne sont pas partie prenante, d'une certaine manière, du Conseil français du culte musulman. Déjà, il faudrait travailler sur ça, sur la construction en fait, d'un conseil théologique islamique dans la société française. Et en fait, le vrai sujet, c'est comment construire une théologie islamique qui soit compatible avec l'identité culturelle du pays. Et voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Alors malheureusement, ce n'est pas les attributions de la Fondation, parce qu'on est simplement sur le volet culturel, mais ça, c'est un autre volet. Et là, évidemment, on pourrait construire le vœu qui était cher à Berck. Mais Berck, en fait, Jacques Berck avait une grande idée. Et je pense que ça va faire plaisir à nos internautes et à vous. C'est qu'il disait, le postulat qui était le sien, c'était de dire, face au retour de l'intégralisme religieux qu'il y a dans le monde islamique sunnite contemporain, le fait que le clergé islamique puisse être confronté aux outils de l'Aouf Cléon, aux outils de la critique, fera émerger un islam de lumière qui pourrait retentir justement au-delà de l'espace hexagonal français et notamment dans la rive sud de la Méditerranée. Et c'était ça le grand projet, je dirais, d'intellectuels politiques comme Jean-Pierre Chevènement, Hubert Védrine, je veux dire, il y a toute une tradition politique, Pierre Jox, qui s'inscrivait en fait dans cette philosophie intellectuelle et culturelle. Alors après, évidemment, politiquement aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que c'est ce que nous voyons, mais que le pari, c'était celui-ci. Voilà. Et moi, je garde en tête qu'on peut persévérer justement
dans cette vision qui me semble voilà, une vision stratégique pour le devenir de la question islamique dans notre pays. Oui, il y a un aspect des tensions et des polémiques dans le débat public sur l'islam qui relève de la sémantique. J'ai observé que dans votre exposé, vous avez employé aussi bien les termes d'assimilation que d'intégration. Alors je vais vous demander quelle était votre définition de ces deux notions, si vous les considérez comme équivalentes. Alors, pour moi, elles ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intégration par la socialisation du travail. La question de l'assimilation, elle prend en compte, pour moi, un legs commun et la question de la perpétuation de la continuité historique. Pour moi, c'est une question qui est fondamentale. Par exemple, un ouvrage et un essai récent, et comme je pense que vous êtes un public averti, je pense à Raphaël Dohan. Voilà, je pense à Raphaël Dohan. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je lui aimais débattre avec lui sur ces questions-là. Et d'ailleurs, il montre dans son livre que l'islam, c'est aussi l'assimilation. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'expansion de l'islam, elle s'est faite aussi autour d'une tradition assimilationniste. Et derrière la schizophrénie que nous avons du débat de la question islamique, et pour répondre à votre question, je pense que la question du débat public dans la doxa journalistique, évidemment, elle n'est pas posée de manière aussi intellectuelle et fine, mais l'islam est-il assimilable en fait à notre culture nationale? Voilà. Et moi, je dis qu'il faut y répondre. Moi, je pense que oui, sinon je ne serais pas à la Fondation, je ne serais pas ici chez vous, mais je pense que c'est une question fondamentale et majeure. Mais j'aime beaucoup la citation de Raymond Aron. Voilà. C'est-à-dire que je suis un Français assimilé tout en étant fidèle à mes racines spirituelles. Et je pense voilà, qu'on peut préserver une forme de particularisme sans que ça puisse porter atteinte en fait, à notre place dans la vie nationale, culturelle. Parce que bon, moi, je veux dire, je suis un amoureux des lettres françaises, je suis un amoureux de l'histoire de France, et j'ai tendance à croire que, voilà, je ne veux pas parler de moi, je veux dire, je suis pas venu ici pour faire de l'égo-histoire, mais que ce type de parcours, de trajectoire, doivent être entendus en fait aujourd'hui dans le débat public. Voilà. Parce que ça me semble central, voilà, compte tenu des fractures et puis de ce que j'appelle les passions identitaires, parce que malheureusement elles sont fortes. Justement, pour poursuivre, justement, ce que Raphaël Dohan, il parle justement du fait qu'il y a peut-être un début d'élément de réponse à la question de ce soir. Est-ce que justement il n'y a pas eu un effet, et vous en parliez, vous en avez esquissé un mot justement avec le retour du fait religieux dans les années 80, il explique que l'assimilation ne se fait plus, en partie parce que le fait religieux est revenu beaucoup plus vite et a noyé en fait 2 générations, puisqu'en fait c'est quasi 2 générations de personnes noyées justement sous un fait religieux qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à l'intégrer. Est-ce que justement c'est pas le but aussi de la Fondation de, par la culture justement, de leur faire intégrer ce fait religieux indirectement, puisque effectivement c'est censé être laïque, et justement les ramener à une culture beaucoup plus longue, et pas s'arrêter justement à 200 ans, 250 ans de fondamentalisme. On est d'accord. Et c'est pour ça que pour nous, la question de l'histoire de France, vous savez que, et j'ai oublié de préciser que notre grand projet aujourd'hui culturel, c'est de construire une exposition de civilisation Europe-Islam, très siècle d'histoire. Voilà. Pour redonner en fait la place du temps long, et puis de montrer la force en fait, du substrat islamique dans notre récit commun européen. Mais nous, je reconnais tout à fait qu'il y a une aversion et il y a une fascination, en fait, c'est la complexité des deux. C'est-à-dire qu'en même temps, on a Suleiman le Magnifique, mais après, on a la bataille de Lépante et la bataille de Vienne. Et en fait... Lépante, on n'y était pas. Hein. Oui, non, je sais très bien, mon cher Bertrand, bien sûr. Oui, en effet. Non, parce que là, je parlais de l'Europe. Je parlais de l'Europe. Oui, voilà. Mais c'est très important. Et donc en même temps, la France est le traité des capitulaires. Donc voilà, la France, pour contourner sa rivalité avec l'Empire austro-hongrois des Habsbourg, fait alliance avec Suleiman le Magnifique et la France devient protectrice des chrétiens d'Orient. Et j'en profite, parce que comme on parle de l'assimilation culturelle, Amin Malouf, dans ce discours de réception à l'Académie française, il dit « Je dois mon amour à la langue française en héritage et en mémoire au traité des capitulaires ». C'est la plus belle leçon qu'on doit donner à tous les élèves de France, voilà, pour leur montrer la force
des liens qui lient la France et l'Orient. Et Amin Maalouf dit toujours, en tant que de culture, je précise bien, chrétienne melkite, qu'il a baigné dans la civilisation et la culture islamique, et que pour lui, c'était un chrétien levantin qui a très bien vécu, justement, avec l'islam dans les années 60-70, avant qu'il vienne se réfugier et devenir le grand écrivain français qu'il est. Donc, je suis aussi porteur de cette histoire et de ce brassage culturel. Oui, et compris. Eh bien, justement, pour faire suite à ce que vous disiez, pour moi, les mots ont leur importance, et je me suis souvent posé la question, comment en finir avec la cacophonie ambiante qui empoisonne beaucoup de débats. J'ai toujours littéralement sursauté en entendant des acteurs de médias parler d'islamistes radicaux, oui. Alors que le simple fait d'être islamiste, c'était déjà d'être radical en soi, hein, par exemple. Voulez-vous répondre déjà peut-être à ça, parce que j'ai autre chose à faire. Oui, je voulais répondre à ça. Mais ça rejoint la question de Pierre-Henri tout à l'heure, la question des mots. Et la question de la sémantique en islam, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, on dit tout et n'importe quoi sur le sujet. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc il y a un problème déjà de terminologie et de sémantique. 2, c'est l'hystérisation du débat. Et la conséquence et le corollaire, c'est l'absence de nuance. Et aujourd'hui, ce qui manque en fait à notre société, notamment sur ces questions-là, c'est ce que Jean Beerbohm a appelé dans son essai le courage de la nuance. Et puis il a commencé par cette très belle phrase d'Albert Camus: nous crevons dans une société par des discours de personnalités qui pensent avoir raison sur tout. Et je trouve que d'une certaine manière, il a un peu tout dit. Et je trouve que la question islamique est symptomatique de ce que vous venez de décrire en fait. C'est-à-dire que soit on est dans l'emphase du discours, ou soit on a un problème de nommer en fait ce dont on est en train de parler. Et sur ce sujet-là, évidemment, c'est, je dirais, abyssal. Donc, ce qui fait que vous avez une arène académique qui peut être très lettrée, très savante, mais elle n'est pas dans le débat public. Alors après, ça pose une autre question, qui est la place des intellectuels dans la cité. Et je pense que dans l'espace médiatique qui est le nôtre, je pense que c'est très difficile, justement, d'avoir une place, de dire des choses nuancées. Voilà, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, aux séries de Sciences Po, ils me disent « Ah non, mais moi, je n'interviens pas dans ce type de médias, je refuse d'y être ». Donc après, voilà, après il y a aussi des questions de choix, c'est la question de l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité par rapport à la figure de l'intellectuel, parce qu'il y a une responsabilité de l'intellectuel, mais en même temps, on peut tout à fait comprendre que compte tenu de la manière dont les débats sont posés, de ne pas y interférer et de ne pas y aller. Et donc en même temps, dans l'ère du clash, et dans les métamorphoses en fait, du spectre médiatique, parce que la question des médias elle est centrale, parce qu'il y a la construite d'un récit narratif, comme dit Christian Salmon, je veux dire, il y a une narration du récit journalistique, et surtout c'est que ces médias ont aussi des effets sociaux, parce qu'ils sont vus. Donc on peut évidemment gloser de manière intellectuelle, non, j'y vais pas, la manière dont les débats sont posés, mais en même temps, voilà, de ne pas être naïf sur les effets sociaux aussi de la manière dont ces débats sont posés dans le tube cathodique. Voilà. Il y a un vrai sujet. Voilà, et je voulais donc poursuivre en disant que le corollaire, c'était comment finir avec les clichés. Nous, en tant que royalistes, nous savons très bien quoi ça. Bertrand pourra en témoigner, il y avait une petite télévision qui était venue ici, et finalement ça n'a pas été diffusé, parce que nous étions passés, disons, présentables. C'est pas dans le cliché, exactement. Et autre chose, si vous en avez plus ou moins évoqué, c'était la question de la guerre d'Algérie. Pour moi, c'est toujours un débat qui empoisonne, je dirais, les relations avec l'islam. Et je me suis toujours demandé comment en finir avec cette question-là et ne pas essayer de faire ce que nous avons réussi avec les Allemands, à savoir qu'après 3 guerres, nous avons quand même des relations apaisées. Et je pense que c'est une des clés de la réussite, de la pacification, à mon avis, des relations avec l'islam. Alors, franchement, c'est l'un des sujets les plus sensibles et les plus difficiles. Parce que regardez, lorsque le président Macron a essayé d'entrevoir une politique mémorielle autour de la question algérienne, c'est-à-dire la reconnaissance des harkis dans le récit national, je veux dire qu'il y a un vrai sujet, l'assassinat d'Ali Boumendjel qu'il a ressorti, la mémoire de Maurice Audin,
et sa réception, et la réception du rapport qui s'en est suivi de Benjamin Stora dans l'autre rive de la Méditerranée. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on touche aux blessures mémoriales, qu'il est très difficile de construire une politique de la reconnaissance et de construire ce que j'appelle une politique de l'amitié, mais qu'il faut qu'elle soit réciproque dans les deux rives de la Méditerranée. Et pourquoi je vous parle d'une grande politique d'amitié? Parce que ça a été le dernier grand projet du président Jacques Chirac, et j'ai tendance à considérer que les mondes de Jacques Chirac ont été un grand moment de politique étrangère, un grand moment français, parce que c'est un moment universel. Après, c'est un avis qui m'est propre, hein, pour le coup. Et il a essayé de construire cette politique et ce grand traité d'amitié. Mais ce grand traité d'amitié, vous vous souvenez, il a été aussi perverti sur la fin par des députés du sud de la France, en mémoire avec l'héritage et la blessure des pieds noirs d'Algérie, pour reconnaître les aspects positifs de la colonisation. Voilà. Donc à chaque fois qu'on a essayé d'avoir une grande politique, on a été confronté, voilà, aux difficultés et aux blessures de chaque, on va dire, mémoire, parce que la mémoire d'Algérie, c'est la mémoire des félénistes, des combattants anticoloniaux, la question des porteurs de valises, la question des pieds noirs d'Algérie, la question du contingent français en Algérie, la question des juifs d'Afrique du Nord, et notamment les juifs d'Algérie, qui est aussi une mémoire, une histoire du judaïsme algérien. Et donc forcément, vous imaginez bien la blessure et la difficulté de construire un discours politique autour de cet héritage. Mais force est de constater, et vous le voyez d'ailleurs avec notre actualité politique, c'est que nous avons à refouler cette question. Elle est très très forte. Il y a aussi un contre-exemple. Je suis un peu étonné. Je crois que je l'avais dit quand on avait fait le débat sur le rapport Stora. Alors, pour parler clairement et démographiquement, les acteurs, les protagonistes sont Oui. Non mais Bertrand, je sais. Je suis moi-même d'un certain âge et j'avais 19 ans quand la guerre d'Algérie s'est terminée. Voilà. C'est une période que j'ai bien connue, mais il n'y a pas eu en France de parti pied noir. Il y a eu un électorat pied noir dans le sud de la France, mais il n'y a pas eu de véritable parti. La mémoire n'a pas été une mémoire politique, c'est-à-dire que les gens qui sont arrivés plutôt sympathisants de l'OS en 62, leurs enfants se sont intégrés très vite dans une société qui était en pleine expansion et sans poser de problèmes majeurs. Il y a eu des drames personnels, des gens qui ont eu beaucoup de mal surtout les petits, le menu peuple algérien. La bourgeoisie s'est très très facilement réintégrée dans le territoire français. Mais ils sont tous morts. Et leurs enfants, à part quelques-uns, dont un maintenant très célèbre, qui d'ailleurs n'a pas vécu la guerre d'Algérie, et ses parents non plus, n'ont pas vraiment cultivé une mémoire d'antagonisme, etc. On a bien connu la question des harkis. Nous avons lancé cette question en 1973 dans un désert total. Ni d'un côté ni de l'autre, on ne voulait entendre parler de cette question-là. Et les harkis étaient les pauvres absolus, puisqu'ils étaient rejetés par les Algériens comme étant des traîtres et par les Français comme étant des Arabes. Voilà, je peux dire quelque chose clairement, c'est ce qu'on a entendu. Mais maintenant, tout ça est fini. Et parce que les gens ont disparu. Les générations qui se sont affrontées, qui ont souffert des deux côtés des événements, ont disparu. Alors, bon, troisième point personnel, puisque tu as fait une allusion à ta vie personnelle. J'ai fait un voyage en Algérie en 1975, dans une voiture immatriculée 75, parisien, avec la femme, qui était elle-même née à Alger. Et nous avons été magnifiquement reçus, même merveilleusement, puisqu'on nous a même... Ah bon, je vais pas raconter tout ça, mais j'ai voyagé en Kabylie un 5 juillet, jour de l'indépendance. Les gens étaient dans les villages auprès des monuments aux morts, qui étaient impressionnants.
et nous étions salués comme des Parisiens, accueillis, aidés, guidés par une population extrêmement amicale. J'étais un peu surpris, heureux, mais un peu surpris quand même de cet accueil, que ce soit en Kabylie, que ce soit à Batna, que ce soit à Cherchell, etc. Vraiment, voilà. Et alors, donc, ça fait également réfléchir. Bien sûr, il y a les relations, disons, touristiques entre la France et l'Algérie n'ont pas pu se développer parce qu'il y a eu les événements internes à l'Algérie, la guerre civile, mais il n'y avait pas une fracture à ce moment-là profonde entre les Algériens et nous, alors que nous n'étions pas si loin de ce qu'on appelait politiquement les événements. Hein. On était 12 ans, 13 ans après. Voilà. Alors maintenant, donc, qu'est-ce que c'est que cette mémoire qui ressortirait de façon vraiment vindicative et qui nous empêcherait de parler de cette tragédie? Parce que c'est vrai, ce que tu disais, on arrive à aller en Allemagne, à parler avec des Allemands, même quand on est dans une famille de persécutés, ce sont des choses qui sont possibles. Bon. Alors, mon cher Bertrand. Oui, je t'en prie, mon frère. Pour faire le lien avec la question islamique et ce que j'ai dit en introduction sur cette blessure postcoloniale, il s'avère que l'Algérie était un département français. Donc la politique de colonisation, on connaît tous la phrase de François Mitterrand, l'Algérie c'est la France. Et je me suis intéressé, en tout cas au sein de la Fondation et bien avant, sur la politique française à l'égard du culte islamique sous l'Algérie coloniale. Et je peux vous assurer, c'est très très intéressant. On s'aperçoit que les lois de 1905 ne sont pas appliquées en Algérie, et que l'association des oulémas, et notamment d'Ibn Badis, qui portait ce qu'on appelait le mouvement de l'islam, le mouvement de la réforme en Algérie, souhaitait l'application de la loi de 1905. Et c'est aussi intéressant de voir le rôle des Saint-Simoniens dans la non-application aussi de ce principe, qui était, entre guillemets, considéré comme islamophile. Et ensuite, les tergiversations de la République, de la Troisième République, par rapport à son projet de mission civilisatrice dans cette région du monde. Et j'en veux pour preuve, et là c'est un chercheur du CNRS, Pierre-Jean Luisard, qui vient de publier l'islam aux racines du malentendu, voilà, aux éditions Talendier. Je ne vais pas faire de publicité, mais c'est un livre qui est structurant, qui montre en fait ce qu'a été cette politique française au Maghreb et dans le Levant. Et qu'il y avait dans la culture républicaine aussi des opposants évidemment à cette politique colonialiste, je pense à Clémenceau, et que lorsqu'ils ont été dans l'exercice du pouvoir, ils ont eu d'autres positions que celles qu'ils ont tenues évidemment quand ils étaient dans l'opposition. Mais de dire qu'il y a une résonance avec les temps actuels. Voilà. C'est-à-dire que je ne fais pas de continuum évidemment entre la politique coloniale qui est eue en Algérie et notre gestion évidemment du culte islamique, de la question islamique sur le territoire national, mais qu'il est très intéressant de s'intéresser à cette période. Pour comprendre en fait, voilà, pour répondre à la question de Bertrand, d'où vient évidemment ce retour de cette question. Et paradoxalement, c'est que cette question islamique se greffe voilà, sur une autre blessure, voilà, sur cette blessure postcoloniale. Et évidemment, c'est un sujet difficile, mais moi j'ai tendance à dire que pour répondre aux blessures mémorielles, on a besoin d'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai tendance à considérer que l'histoire répare justement les blessures mémorielles. Et qu'on a besoin de connaître ce qu'a été cette période, ce qu'a été justement l'expédition française de 1830 à 1962, qu'on a besoin de connaître avec un objectivisme et le souci de la nuance, ce qu'a été justement ce moment impérial, voilà, français. Et j'ai tendance à considérer que toutes les civilisations ont aussi été impérialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin voilà, de décentrer le regard, et que fait-on voilà, de ce legs historique pour construire et je pense que c'est une question qui est fondamentale. D'une part pour la France, mais aussi pour le continent européen. J'ai tendance à considérer qu'on a une grande culture diplomatique, parce qu'on a une grande connaissance de cette région du monde, et j'ai tendance, parce que voilà, je suis français, de vouloir européaniser la politique étrangère de la France
dans cette région du monde. Mais on ne pourra avoir de grandes politiques étrangères que si évidemment on a des changements profonds dans la rive sud de la Méditerranée et que si on arrive à régler aussi notre question islamique sur le territoire national. Voilà. Parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que si on veut avoir une grande politique méditerranéenne, il faut aussi qu'on arrive à trouver des solutions de manière très concrète et d'apaiser, parce qu'on ne va pas vivre éternellement avec ces débats passionnels autour des questions identitaires. Là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Si je peux me permettre, je vais citer un contre-exemple. Si vous allez sur le parvis de la gare de Lyon, il y a des photos de poilus africains. C'est très très bien, c'est en lien avec le 11 novembre demain. Et il me semble que les tirailleurs sénégalais, qui ont quand même une grande composante de musulmans, ont laissé dans la mémoire collective, il me semble, quelque chose de très positif. Hein. Et on peut dire à juste titre à leurs descendants qu'ils peuvent être fiers de leur arrière-parents, grands-parents, que sais-je. Et en promenant justement sur ce parvis, je regardais, et puis j'ai entendu quelqu'un, un père qui disait à son fils, « Moi, c'était de la chair à canon ». Oui, c'est pas faux, mais on va dire que même les Français métropolitains ont aussi de la chair à canon, hein, et c'était une guerre mondiale. Mais voilà, je voulais dire que ces tirailleurs sénégalais ont laissé quand même une trace dans la mémoire collective qui n'est pas négligeable. Hein. Je le nie pas du tout. En témoigne la réception, vous vous souvenez, du roman de David Diop, Frère d'âme, qui relatait en fait ce qu'a été la vie justement d'un tirailleur sénégalais. Et évidemment, ce roman a eu énormément de résonance dans le milieu littéraire, mais surtout, c'est qu'il a rencontré un public. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. Et surtout la particularité de la mémoire de la Grande Guerre, parce que même moi, en tant que, je suis un citoyen féru d'histoire, j'ai été très surpris sur cette passion française et ce retour de cette passion française pour la Grande Guerre. C'est quelque chose qui m'a aussi interpellé, de voir que 100 ans plus tard, pour reprendre les propos d'Antoine Prost, qui est un grand historien de la Grande Guerre, il était très surpris justement de ce retour de la mémoire de la Grande Guerre. Mais cette mémoire a touché tout le monde. Elle a touché tout le monde parce que la particularité de la Grande Guerre, c'est que le patriotisme transcendait les clivages politiques, l'union sacrée, que le pauvre, que le riche, que l'intellectuel et que l'ouvrier faisaient la guerre, que le citadin, que le paysan, il y a une sorte de réunion collective. Et la place que revêtaient justement les soldats de tradition musulmane participaient justement à cette union sacrée. J'en veux pour preuve, même sur un autre sujet, parce que je travaille dessus, sur l'amitié judéo-islamique, que pendant la Première Guerre mondiale, les juifs et les musulmans dans les tranchées se partageaient les repas, faisant des prières communes, et donc je trouve que ça donne du sens par rapport à la résonance du débat actuel et comment notre histoire collective a pu connaître dans son histoire des grands moments de fraternité universelle. Alors, et j'ai tendance à considérer que ce que vous évoquiez, monsieur, en fait partie. Voilà. Mais à nous aussi de transmettre cette mémoire et cette culture historique justement aux jeunes générations. Et il y a tout un défi. En effet. Ouais. Tu veux, oui, je t'en prie. Alors, du coup, je vais revenir sur une question auquel vous n'avez pas répondu en même temps, parce que je vous ai posé deux questions d'affilée. Y a-t-il, votre fondation a-t-elle pu recevoir des menaces d'éléments radicaux? Alors, en fait, des menaces, on en a reçu par exemple de l'extrême droite identitaire, du style Islam hors d'Europe, vous êtes une secte, vous êtes des terroristes en puissance. Bon, c'est habituel, hein, je reçois ça tous les jours. Et de l'autre bord, évidemment, d'un courant, on va dire, salafiste militant, de dire que cette fondation ne mérite pas d'exister, elle est viciée par sa création originale. Mais ça montre quoi? Et ça montre en fait que nous sommes un barrage à la double polarité identitaire. C'est-à-dire que pour construire une politique républicaine autour de la question, on tient le bout. En fait, on est sur une ligne de crête. Parce que comment parler d'un objet religieux sans être religieux, c'est déjà intellectuellement en soi pas assez simple, et en même temps, compte tenu en fait, de la polarisation identitaire dans le pays, on tient une ligne de fracture qui me semble essentielle pour la préservation de la paix civique. Donc je répondrai oui.
Oui, tout à l'heure, je relisais une conférence de Marcel Gauchet qui, il y a quelques années, à la Fondation Res Publica, et il disait qu'il s'était trompé d'abord sur l'évolution de l'islam, qu'il pensait que les musulmans allaient très vite s'intégrer dans la modernité. D'ailleurs, moi aussi, je le pensais, à la suite de Marcel Gauchet, et que ça ne s'était pas produit, mais que ce qui se passait était une forme de, pour beaucoup, était une forme de réaction à ce qu'on peut appeler le travail de la modernité qui affecte toutes les religions et d'ailleurs toutes les sociétés. Et qu'on vit peut-être un moment de réaction paniquée, d'où la violence d'ailleurs, hein, parce que on sent que les sociétés sont en train surtout les sociétés les plus modernes, sont en train d'expulser leur part religieuse au sens des religions que nous connaissons traditionnellement en Europe. Et probable que l'islam sunnite suivra le chemin, à long terme, suivra le chemin du catholicisme. Le catholicisme, nous sommes en train de sortir, hein, d'après Gauchet, mais je pense que c'est vrai, d'ailleurs ça se vérifie assez empiriquement, nous sommes en train de sortir de la religion catholique. Ce qui pose d'ailleurs d'immenses problèmes, parce qu'on ne sait pas comment on fait dans un pays où il n'y a plus de références religieuses, où ces références religieuses sont marginales. Et on peut penser que l'islam, contrairement à ce que disent certains polémistes, ne restera pas étranger à ce travail du monde moderne. C'est ce qu'on voit quand on voyage à l'étranger, on voit des phénomènes de modernisation qui, d'ailleurs même dans l'intégrisme le plus pur, il y a de la modernité. Hein, le fait que les Iraniens aient armé, fait défiler des femmes avec des kalachnikovs, c'est quand même très moderne comme attitude. La société Alessandra, je ne pense pas que ce soit la norme. Bon, et il y a beaucoup d'autres facteurs. J'étais frappé quand nous sommes allés au Niger rencontrer, être reçus par une communauté soufie. J'ai été surpris de voir qu'on attendait le cheikh et un certain nombre de ses proches étaient là, à côté de nous, et ils consultaient tous leur portable dernier cri, n'est-ce pas? Alors c'était peut-être des versets religieux, mais peut-être pas, ils tapotaient avec leurs copains. Bon. Donc même les femmes les plus voilées en France ont leur portable, tout ça. Donc il y a aussi ce... J'ai même vu une femme une jeune femme avec un voile et une mini-jupe, donc je comprends une synthèse improbable, mais c'est un peu rare. Hein. Mais il y a en tout cas le portable, les instruments de la modernité qui peuvent être utilisés effectivement et qui l'ont été très intelligemment par les djihadistes, hein, leurs films, etc. Mais ce sont aussi des facteurs qui acculturent d'une certaine manière à la modernité, tout en faisant peur d'ailleurs, très certainement. Donc il y a un travail qui se fait, et je voudrais savoir ce que tu en penses, parce que certains me disent pas du tout, ça ne se passe pas justement avec l'islam, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, à ce sujet, la dernière fois où j'ai eu écho de ce débat, c'est avec Gérard Haraud, qui est ancien ambassadeur de France. Gérard Haraud, c'est quelqu'un de très intelligent, très brillant, et il me disait que l'islam se retrouve un peu dans la situation où était le catholicisme romain au début du XIXe siècle. Et quand je lui parlais de la situation, par exemple des fatwas qu'il y a dans le monde arabo-sunnite, il me disait que ça lui faisait penser à la position de l'église papale au début du XIXe, et puis le rôle qu'ont joué des intellectuels catholiques en France, comme Lamennais, Lacordaire, sur la question de la modernité. Et à certains égards, nous vivons cette réalité-là dans le monde sunnite. En fait, il y a une tension très très forte entre une modernité
à portée universelle qui est considérée et qui est vue comme agressive en fait par une partie justement du public traditionnel musulman. Donc qui en réaction se recroqueville par rapport à son identité religieuse. Donc c'est une réalité. Je trouve qu'évidemment il y a une pertinence intellectuelle à ce propos. Et on le voit, il y a un sujet sur lequel on pourrait voir cette manifestation. Et en même temps, certaines manifestations du fondamentalisme religieux est aussi très moderne, notamment sur la technique, sur la modernité télévisuelle. D'ailleurs, le djihadisme, tu l'as souligné, Bertrand, a utilisé plus que jamais justement les outils de la techné pour propager l'idéologie mortifère. Et c'est pour ça que je pense que on a des phénomènes de sécularisation qui sont très forts dans le monde musulman. Je prends le cas de la Tunisie, qui est un peu une exception dans la région, parce que la Tunisie est le seul pays arabe à avoir inscrit dans sa constitution le principe de liberté de conscience. Donc, pour moi, ça a été très peu souligné dans le débat public européen et en France. Alors pour moi, c'est majeur. Pourquoi? C'est-à-dire que si on peut se proclamer athée dans un pays de tradition arabo-musulmane, évidemment, ça change énormément de choses. Et là, c'est intéressant de voir que le travail constitutionnel autour de la liberté de conscience, il s'est fait autour d'un consensus politique en Tunisie, autour des forces islamo-conservatrices que sont Nahda, et puis autour du courant laïque qu'il y a en Tunisie. Je ne dis pas que c'est l'avenir du monde arabe, parce que la Tunisie est un petit pays, mais il fait figure d'exception par rapport à l'ensemble des débats. Mais dans toutes les sociétés, vous avez ces soubassements autour de l'appartenance confessionnelle, sur notre positionnement vis-à-vis d'une appartenance religieuse. Donc vous avez une société civile, je dirais, qui est très dynamique dans le monde arabe, mais qu'on connaît très peu dans le débat public européen. Par contre, c'est vrai, vous avez ce que Leïla Chaïd appelle la faillite des États arabes. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas su trouver, je dirais, de forme politique pour construire des politiques de citoyenneté qui transcendent les clivages ethno-confessionnels. Au Liban, lorsque vous avez 18 confessions, construire un pays avec 18 confessions, c'est très 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 difficile. Donc, et aujourd'hui, on voit les limites de ce que j'appelle l'idéologie du multiconfessionnalisme. Et d'ailleurs, nous avons aussi joué un rôle dans l'établissement du modèle multiconfessionnel au Liban dans les années 20, parce que la France a toujours été protectrice aussi de la minorité chrétienne, catholico-maronite. Alors aujourd'hui, ce récit, franchement, je pense qu'il y a très peu de gens dans le débat public et dans l'arène politique et au Parlement qui va se battre pour la mémoire du christianisme oriental, même si vous avez des instrumentalisations dans une partie de la droite identitaire dure autour du christianisme oriental. Voilà. Mais ça existe aussi. Mais voilà, pour revenir à la question initiale, je suis d'accord. Je pense que voilà, sans tomber dans l'anachronisme et le comparatisme similaire, mais je pense que voilà, l'islam est énormément travaillé par cette question de la modernité et de la perpétuation de sa tradition. Il y a aussi la question des femmes. Alors, et de l'émancipation des femmes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait très très peur. Au-delà des questions théologiques. Ouais. Non. Par exemple, non, mais justement, je vais répondre. Oui. Je dirais par exemple que la question du corps féminin en islam et de sa réception en France, en Europe, on va dire dans le public occidental, c'est ce que j'appelle le cheval de bataille idéologique. Voilà. Eux et nous. Et c'est une ligne de fracture culturelle et civilisationnelle. Mais, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que dans la théologie même sunnite du début du XXe siècle, vous aviez des grands chiites qui considéraient que le voile était un signe de l'asservissement de la condition féminine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait même très surpris de savoir que des intellectuels en terre d'islam ont été très critiques, Taha Hussein, Kassim Amin, en Tunisie, je pense à la figure de Tal Haddad à la Zitouna, qui a été très critique vis-à-vis de la condition du voile, mais tout ça pour dire en fait que ces débats, ils ont existé au sein de la théologie islamique sunnite, qui sont très peu connus d'une part du parti de la composante
islamique en France et en Europe, et même aujourd'hui dans le monde arabe, et du public citoyen français. Et je ne peux pas lui demander d'avoir une grande connaissance en fait, des arcanes théologiques. Mais le rôle, évidemment, en France, est de revivifier justement ces grands débats, parce qu'ils sont connus des spécialistes et qu'ils ont besoin de visibilité pour susciter des interrogations. Voilà. Et pour questionner. Oui, après toi. Pour revenir juste avant, sur justement la faillite des États arabes, est-ce que justement c'est pas aussi un des problèmes, le fait que pendant 30, 40, 50 ans pour certains États ont été dominés par des dictateurs, avec justement les populations de ces pays ne pouvaient même pas se voir se créer un pays, puisque pour eux, leur pays c'était un homme ou une micro-classe qui se donnait à la tête du pays. Je pense à Kadhafi, mais il y a plein d'exemples. Il y a énormément d'exemples. Ils sont tous tombés en 10 ans, enfin 5 même. Le point de vue culturaliste dominant, c'est de considérer que les peuples arabes ne sont pas faits pour le démos. Je veux dire, ça c'est malheureusement, on peut s'en attrister, mais c'est une idée qui est énormément partagée. Moi j'ai tendance à considérer que la culture démocratique, que le démos a une portée universelle. Mais que cette région du monde a raté ce que j'appelle le virage postcolonial. C'est-à-dire que la manière dont ces États se sont construits a posteriori des indépendances, sur le dépaissement des empires franco-britanniques, on n'a pas su construire en fait des cultures démocratiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, tous ces sujets, et c'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais des accords Sykes-Picot sur le dépaissement de l'Empire ottoman, et vous avez une résonance, qui ne veut pas dire que c'est la faute de Sykes-Picot, je ne dis pas ça. Je dis que si on ne prend pas la perspective du temps long et on voit la situation de ces pays, on ne comprend pas. Par exemple, je vous donne un exemple précis pour vous montrer les ravages du confessionnalisme dans la région. Je prends l'exemple du Hezbollah libanais, de la population chiite au Liban. La population chiite au Liban était à certains égards la population la plus marginalisée, la plus paupérisée de l'histoire du Liban. Ils ont souvent été critiques du modèle multiconfessionnel, parce qu'on ne leur donnait pas une grande place dans le système politique, même si le président de l'Assemblée nationale au Liban est de confession chiite. Et aujourd'hui, quand je parle avec des spécialistes du Liban, ils me disent que ceux qui ne souhaitent pas toucher au système multiconfessionnel, c'est les chiites, parce qu'ils sont au cœur du système politique. C'est-à-dire que comme le Hezbollah est devenu une force prédominante en fait au Liban, ils ont intérêt à ne plus justement quitter le modèle confessionnel. Et je pourrais vous parler de l'Irak et des minorités et du système confessionnel. Et donc en fait, on est en proie, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ce qu'on n'a pas su créer dans cette région du monde, après je ne veux pas calquer le modèle français sur cette région du monde, mais c'est comment on construit une citoyenneté qui transcende en fait les clivages ethno-confessionnels. Voilà. Et les guerres que nous avons eues au Levant sont liées au ravage justement de l'ethno-confessionnalisme. Par exemple, la question syrienne est emblématique. Voilà. Après, c'est un tout autre sujet. Et donc, c'est pour ça que le Maghreb était un peu une sorte d'exception, parce que le Maghreb est monoconfessionnel. Il y a très peu de minorités. Voilà. Je pense qu'en Tunisie, il y a 5% de citoyens tunisiens israélites. Il y a très peu de chrétiens au Maghreb. Évidemment, c'est à la marge. Donc, ils sont monoconfessionnels. Mais ce n'est pas aussi pour cela qu'ils ont connu aussi une culture démocratique. Donc, en fait, aujourd'hui, le grand moment que nous vivons, c'est la question des convulsions de l'islam, qui sont importantes, la question du rapport entre le politique et le religieux en islam, dans les pays arabes, et la construction d'une citoyenneté entre guillemets, révolte et révolution arabe à partir de 2011. Voilà, on est sur un deuxième siècle. Par exemple, je pense à l'intellectuelle tunisienne El Habej, qui avait dit que la révolution de 2011, c'est notre deuxième acte de liberté. Donc ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire que voilà, comment on sort du joug despotique et on repense la question de la liberté. Mais les cultures démocratiques, c'est du solide, ça se construit. Je veux dire, c'est pas avec une baguette magique qu'on va construire une culture démocratique. Je veux dire, c'est des institutions, c'est des façons de penser. Et donc, évidemment, ça va prendre énormément de temps. Mais on se retrouve à certains égards, ce que nous avons connu en Europe au Printemps des peuples en 1848. Voilà, si je fais une approche comparative, le monde arabe vit un peu une situation similaire, qui va connaître en fait des moments d'autoritarisme politique, des moments de tension, de contre-révolution et des moments de culture démocratique. Et en fait, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre dans la région. Oui, il faut dire que le modèle français, comme tu le sais, il a mis quelques siècles à se bâtir, et ça s'est fait dans le sang.
On va recevoir bientôt Jean-Christian Petit-Fils pour sa biographie d'Henri IV. Henri IV, c'est la fin des guerres de religion. Et les guerres de religion, il y en a 8 ont été abominables. D'ailleurs, en Angleterre aussi, hein, les guerres ont été terribles. Et ensuite, il y a eu quand même aussi la politique de Louis XIV, ce gallicanisme qui a abouti à l'expulsion des protestants, à la révocation de l'édit de Nantes. On a eu des périodes de très très grande violence, avec des échecs de la politique religieuse qui ont été très importants. Et dans un conflit permanent également avec Rome, quasi permanent. Donc, c'est pas étonnant qu'après l'effondrement de l'Empire ottoman, notamment, des États n'aient pas pu se constituer, parce que c'est comme après la fin de l'Empire soviétique, les États ne peuvent pas se constituer comme ça. Il faut une légitimité, l'affirmation d'une souveraineté et une pacification des rapports religieux. Quand il y a plusieurs religions, plusieurs différences religieuses dans le pays, c'est très très compliqué. Très compliqué à faire en quelques années ou en quelques décennies. Nous, on a mis beaucoup de temps et en plus, on croyait qu'on avait été sortis, mais pas du tout. On a cette question à nouveau, la question religieuse qui se pose, alors que vraiment, on pensait que c'était réglé. Dans ma jeunesse, ce n'est pas la question religieuse, c'est la question du communisme. Il était également une question religieuse. On voyait tout à travers la question du communisme. C'est pareil. Y compris la guerre d'Algérie, c'était la progression des communistes, pas du tout l'islam, les rapports internationaux, etc. Et là, on se retrouve avec autre chose. Bon. Je pense, Bertrand, pour corroborer tes propos, qu'on a vécu aussi dans une myopie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à nommer le phénomène religieux. Et j'appelle cela le silence religieux. Et ça a commencé déjà dans la résistance anticoloniale algérienne. Après, je ne le sacralise pas, mais la question du Moudjahid, il y avait déjà des références culturelles, en fait, religieuses à la résistance anticoloniale, le moment khoméniste qui a été important. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Michel Foucault avait dit de la révolution iranienne, une sorte de spiritualité politique. Ensuite, on avait du mal à voir, en fait, dans le phénomène islamiste, en fait, des éléments religieux. Les gens le liaient, en fait, aux révoltes sociales. Je veux dire, on a eu toute une doxa intellectuelle qui n'a pas voulu mettre l'accent sur le phénomène religieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce déni est fini. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce déni, c'est la fin de ce silence religieux. Et donc, nous, et quand je dis nous, je parle de la Fondation, c'est dire qu'intellectuellement, il faut le prendre au sérieux. Voilà. Il faut l'étudier, il faut essayer de contenir, en fait, les germes du fondamentalisme et évidemment la question de la violence. Mais comme M. Petit-Fils va venir, moi je lui aimé débattre avec lui aussi sur l'édit de Nantes, parce que c'est la preuve d'un grand roi qui était celui d'établir l'édit de Nantes. Après je parle pour ma paroisse et je trouve que c'était l'œuvre d'une grande politique de l'État royal. Et du parti des politiques. Exactement. Voilà, donc nous sommes les héritiers, toi et moi. Et oui. Oui. C'est certain, mais ce parti a eu beaucoup de mal à s'imposer, à imposer ses solutions politiques qui étaient effectivement révolutionnaires à l'époque, puisque on était censé choisir entre les catholiques et les protestants et régler ça par la violence. Mais on va reparler de tout ça avec Jean-Christian Petit-Fils. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a toute une période, c'est aussi l'influence du marxisme, le fait qu'on analysait tout en termes de lutte des classes et de lutte entre deux volontés hégémoniques, Est-Ouest, etc. Le débat a été hanté par ça à partir de 1920. Oui. Donc les questions religieuses sont passées à côté. Voilà, mais alors, je t'en prie. Je voulais juste dire deux choses qui sont en lien avec ce qui a été dit précédemment. La première, c'est j'ai souvent pensé qu'il manquerait à l'islam sunnite un pape.
ça n'existe pas. Mais par contre, au Maroc, au royaume du Maroc, il y a le roi qui est le commandant des croyants. Hein. Ça a sans doute son importance. Et deuxième chose, sur le dialogue multiconfessionnel et la question des femmes, tout récemment, j'ai vu à la télévision 3 femmes, l'une qui est femme pasteur, l'autre une rabbin, et la troisième une femme imam. Elles ont écrit en commun un livre qui s'appelle Des femmes et des dieux. Je regrette, je n'ai plus leur nom en tête. Par contre, le titre, c'est Des femmes et des dieux, et c'est sorti vraiment tout récemment. C'est une preuve quand même que ce dialogue peut exister. Hein. Dans la tradition islamique, on dit toujours que dans le soufisme traditionnel, on a mis en valeur le génie féminin. Et il s'avère que la femme imam dont vous parlez, Kahina Bahloul, a été énormément influencée justement par la voie du soufisme traditionnel. Mais de dire aussi que l'avenir des religions passe aussi par le féminin, parce qu'on en parle très peu, mais on voit énormément de révolutions culturelles dans les traditions religieuses. Je pense par exemple à cette grande intellectuelle femme juive, Delphine Orwiller, qui joue un rôle très important dans le débat public, puisqu'il donne sa position sur de multiplicité de questions. Vous avez évoqué Kahina Bahloul, et puis ce qui se passe aussi au sein de l'Église romaine, avec cette révolution féminine qui est très importante dans les religions. Alors, moi je travaille dans une fondation qui se considère un peu dans l'esprit du dialogue interreligieux post-conciliaire. Je veux dire, l'encyclique Nostra Aetate du pape Paul VI, je veux dire, j'ai une grande considération pour l'Église catholico-romaine, et notamment son travail avec le dialogue interreligieux. Je pense aussi au concile d'Assise de Jean-Paul II. Alors après, évidemment, j'ai envie de vous dire, ces questions-là dans le débat public, je pense qu'elles ont été évacuées parce qu'on n'avait plus du tout de culture religieuse. Et je pense que intellectuellement, c'est même intéressant de lire aujourd'hui, a posteriori, la qualité des encycliques papales, notamment sur le dialogue interreligieux, et notamment l'encyclique Nostra Aetate, qui a joué un rôle très important, par exemple chez Monseigneur Lustiger. Il y a de grandes personnalités qui ont joué un rôle. Mais ça nous pose la question de la place des religions aussi dans le débat public. C'est-à-dire que, qu'ont-elles à dire? Quelle place leur donne-t-on justement dans une société profondément sécularisée et très laïcisée, qui est aussi un sujet. Parce qu'il y a aussi dans notre pays une détestation, une hostilité aussi des religions. Donc voilà, il faut les prendre aussi en considération. En tout cas, moi je trouvais cette démarche très intéressante, ce qu'ont fait ces 3 femmes. Je t'en prie. Il y a 15 jours, Pascal Horry nous parlait de la nation. Aujourd'hui, vous nous parlez de la citoyenneté. Or, celle-ci ne nécessite-t-elle pas le cadre d'une nation pour s'élaborer? Vous n'avez jamais employé le mot, l'islam n'empêche-t-il pas de raisonner dans ce cadre national? C'est toute la problématique d'un islam français. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas du tout indissociable d'avoir une appartenance confessionnelle et une appartenance nationale. Mais c'est vrai que j'ai parlé de citoyenneté, mais le principe de citoyenneté, il est adossé aussi au principe de l'État-nation. Je veux dire, l'héritage de la Révolution française, c'est que la citoyenneté, elle est adossée au principe de la nation. Et sachant que Pascal Horry, qui avait publié un grand livre sur la problématique, il montre très bien que ce qui fait la spécificité de l'esprit national, c'est l'esprit de volonté. C'est-à-dire qu'on est français si on a envie d'être français. Et ce qui fait la force, en fait, pour moi, du génie français, c'est le refus, justement, de la conception ethnique de la nation. Donc, la force du génie national français, c'est la question du pacte civique. Donc, pour répondre à la question, oui, je défends ardemment le principe national. Très bien, chers amis, eh bien, on remercie notre invité, on espère qu'il reviendra nous voir. La semaine prochaine, on reste dans le domaine religieux, puisqu'on accueille Marcel Gaucher, qui nous parlera de l'invention du christianisme. C'est une postface à un livre qui a recueilli les études de très nombreux savants sur les premiers siècles du christianisme. Merci. Merci. Merci de m'avoir écouté.